Et si l'histoire des frontières que vous pensiez figée était sur le point de recommencer? Imaginez un instant que la carte de l'Eurasie ne soit plus un héritage intangible, mais un terrain de débat brûlant. Aujourd'hui, la Russie remet en question la sacralité des frontières issues de l'effondrement de l'Union soviétique, une ligne rouge que beaucoup pensaient gravée dans le marbre. Mais ce n'est plus seulement une question de propagande ou de rhétorique nationale. Pour la première fois depuis des décennies, ce sujet quitte le domaine du tabou pour entrer dans celui des démarches concrètes. Les élites russes affirment désormais que la légitimité des frontières actuelles, jamais consolidées juridiquement après la chute de l'URSS, mérite d'être rediscutée et éventuellement renégociée. Ce n'est pas un simple caprice du Kremlin. Moscou s'appuie sur un argument massu. L'Occident lui-même a brisé le principe d'intangibilité des frontières, en cautionnant des exceptions ailleurs, du Kosovo à d'autres conflits récents. Dès lors, la Russie se sent légitime à exiger les mêmes droits de révision et de clarification, cette fois dans son propre voisinage. Mais à quel prix? En remettant en cause l'ordre hérité des années 90, la Russie ouvre la boîte de Pandore. Cela pourrait générer des crises internationales, déstabiliser l'économie régionale, ou au contraire, forcer une révision pacifique du passé et redéfinir les règles du jeu. Le statu quo n'a jamais été aussi fragile, et chacun doit désormais justifier la légitimité de ses frontières. Pour comprendre pourquoi la Russie choisit ce moment décisif et quelles sont ses intentions réelles, il faut revenir sur la naissance tumultueuse des frontières post-soviétiques. Remontons quelques décennies en arrière pour explorer comment ces frontières ont été tracées, souvent dans la précipitation, et pourquoi leur légitimité reste aujourd'hui contestée. Derrière chaque trait sur la carte, il y a une histoire d'accords précipités et de compromis forcés. Les frontières de l'ex-URSS ne sont pas nées d'une volonté populaire ou de grands débats démocratiques. À l'époque soviétique, elles étaient de simples lignes administratives, tracées à l'intérieur d'un seul pays, sans consultation massive des peuples concernés. En 1991, tout a basculé. L'effondrement soudain de l'Union soviétique a transformé ses frontières internes en frontières d'État, du jour au lendemain, sans que le monde prenne le temps de les revoir ou de les reconnaître par des accords internationaux solides. Il n'y a pas eu de réexamen, pas de conférence, juste un constat. Les anciennes lignes deviennent désormais de vrais murs entre nations. Pour la Russie, cette situation n'était pas le fruit d'un choix libre. Au lendemain de la chute, le pays était à genoux, économiquement, socialement, et dépendant de l'Occident. Sous une pression extérieure intense, Moscou a été contrainte de reconnaître un héritage géopolitique qui n'a jamais été négocié à égalité. Même des experts occidentaux admettent que ces décisions sont nées de la faiblesse, et non d'un accord mûri ou équilibré. L'Occident, qui prône aujourd'hui la stabilité, a préféré figer ce statu quo, plutôt que de rechercher un véritable accord collectif et durable. On a imposé le silence sur le débat, espérant que le temps ferait oublier l'origine contestée de ces frontières. Mais derrière cette apparence d'ordre, de lourds non-dits subsistent, car accepter ces frontières comme intouchables, c'est accepter de perpétuer des choix arrachés dans l'urgence et la contrainte. Le risque, c'est de voir ces tensions enfouies ressurgir, menaçant la stabilité future de toute la région. Mais pourquoi ce débat refait-il surface maintenant, des dizaines d'années après la chute de l'Union soviétique? Pour comprendre ce retour inattendu des frontières sur le devant de la scène, il faut examiner ce qui a changé dans le contexte international et pourquoi l'argument russe trouve aujourd'hui une résonance nouvelle. Lorsque l'Occident se permet de violer ses propres règles, la Russie décide, elle aussi, de jouer selon de nouveaux principes. Ce n'est plus l'époque où Moscou acceptait silencieusement les conséquences de la chute de l'URSS. Désormais, elle refuse d'être l'exception dans un système où le droit international est appliqué à la carte. Regardons les faits. L'Occident a lui-même créé des précédents en redessinant les cartes là où cela l'arrangeait. Le Kosovo, la Yougoslavie, de multiples interventions unilatérales, chaque fois, le message était clair. Les frontières ne sont pas sacrées si elles s'opposent à leurs intérêts. La Russie observe, prend acte et pose la question. Pourquoi le passé pourrait-il être révisé à l'ouest, mais jamais à l'est? Cette nouvelle posture n'est pas une menace militaire.
Elle est, avant tout, une remise en cause profonde de la légitimité historique et juridique des frontières actuelles. Moscou ne brandit pas le sabre. Elle exige qu'on justifie un statu quo dont les architectes occidentaux ont eux-mêmes sapé les fondements ailleurs. Ce retournement de perspective provoque de l'inquiétude en Europe, mais la vraie menace n'est pas une guerre directe. Le risque majeur, c'est l'effet domino juridique. Si l'on accepte que l'ordre international puisse être révisé sur un coup de force, alors chaque frontière, chaque traité, chaque décision passée devient susceptible d'être contestée. Un pays remet en cause une règle, et soudain tout l'édifice vacille. L'Europe, en croyant défendre son propre ordre, pourrait au contraire voir sa stabilité et ses frontières remises en discussion. Cela ne menace pas seulement les lignes sur une carte, mais l'ensemble de l'équilibre des pouvoirs, la confiance dans les institutions internationales et même la sécurité économique du continent. Ce climat d'incertitude s'installe durablement. Juristes, historiens, économistes sont désormais mobilisés pour déterrer les archives et passer au crible les traités du passé. Loin d'un geste impulsif, il s'agit d'un travail de fond qui pourrait redéfinir les règles du jeu pour des décennies. Dans ce contexte, il devient vital de comprendre comment réagissent les pays voisins de la Russie et la communauté internationale face à cette nouvelle donne. Les capitales proches de la Russie, tout comme l'Union européenne, doivent maintenant choisir leur stratégie, résistance, adaptation ou dialogue. Regardons comment ce nouvel équilibre ébranle leur position. Ce débat sur les frontières n'est plus théorique. Il transforme déjà l'attitude des élites et des États. Depuis que la Russie a remis en cause la légitimité des frontières post-soviétiques, les élites des pays voisins sont en pleine agitation. Certaines cherchent à renforcer leurs liens avec l'Occident, tandis que d'autres, plus prudentes, commencent à sonder le terrain auprès de Moscou, craignant de se retrouver isolées ou prises au piège d'enjeux qui les dépassent. Dans ce climat, la Russie ne considère plus l'espace post-soviétique comme une simple zone neutre, accessible à toutes les influences. Désormais, chaque frontière, chaque tracé administratif devient matière à débat, à réinterprétation. Ce n'est plus une affaire de nostalgie, mais un déplacement du centre de gravité géopolitique vers des discussions juridiques inédites. Les tensions internes s'exacerbent. Dans plusieurs pays, le débat sur la légitimité et l'histoire de leur territoire refait surface. Qui a décidé de telle ou telle délimitation? Sur quelle base historique ou juridique? On interroge les archives, on relit les traités, on cherche à justifier une identité nationale soudain fragilisée. Les clivages entre courants pro-occidentaux et pro-russes s'approfondissent, alimentant l'incertitude et l'instabilité politique. L'Occident, lui, est pris à son propre piège. Après avoir lui-même justifié la révision des frontières dans d'autres régions du monde, il se retrouve aujourd'hui sans argument juridique incontestable pour défendre le statu quo en Eurasie. La cohérence de l'ordre international vacille, et les principes qu'on pensait universels semblent soudainement relatifs. Le risque est immense. Ignorer ce débat pourrait mener à des crises brutales, imprévisibles, où chaque acteur défendrait ses intérêts dans la précipitation. Mais affronter ces questions de front ouvrirait la voie à une révision contrôlée, peut-être même pacifique, des règles du jeu. Tout dépendra de la capacité des États à dépasser la peur et à inventer de nouveaux mécanismes de dialogue. Mais peut-on vraiment anticiper les conséquences d'un tel bouleversement? Regardons maintenant quelle stratégie pourrait empêcher que l'histoire ne se répète dans la douleur. Ce n'est pas la nostalgie, mais la préparation d'un nouveau rapport de force. Ce que fait la Russie aujourd'hui est loin d'un simple retour en arrière. Le Kremlin mobilise ses experts, ses juristes, et fouille les archives pour construire une argumentation solide, méthodique, presque clinique, sur la question des frontières. Les débats jadis interdits ressurgissent dans l'espace public, forçant chaque acteur, voisin ou occidental, à sortir du silence et à prendre position ouvertement. Par cette démarche, Moscou ne cherche pas seulement à corriger une injustice passée. Elle construit un cadre où la peur et l'habitude ne dictent plus le statu quo. L'objectif est la stabilité, mais une stabilité fondée sur la justice telle qu'elle la conçoit. Ainsi, la Russie transforme la frontière en objet de discussion juridique, politique, historique, et oblige chacun à reconsidérer la légitimité de l'ordre hérité des années 90.
Pour les États voisins, un véritable dilemme émerge. Oser aborder la question dès maintenant ou attendre qu'elle s'impose, de façon plus brutale, demain. Ignorer le débat, c'est courir le risque de perdre toute capacité d'influencer le processus et, à terme, de subir des bouleversements incontrôlables. Là réside la valeur pratique de ce nouveau mouvement russe. En ouvrant un chantier juridique et politique, Moscou n'offre pas de solutions immédiates, mais elle modifie durablement les règles du jeu. Celui qui refuse d'entrer dans le débat perd l'initiative et s'expose à voir ses intérêts redéfinis sans lui. En réalité, la vraie question n'est plus de savoir si le débat aura lieu, mais sous quelles conditions, avec quels principes et dans quel cadre. Mais alors, comment les autres puissances réagissent-elles à cette nouvelle donne? Examinons les réponses et les stratégies qu'elles commencent à élaborer. Maintenant, c'est à vous de décider dans quel monde vous voulez vivre. Celui de l'immobilisme ou celui du dialogue courageux. La question des frontières, autrefois intouchable, s'invite désormais au cœur des choix fondamentaux. Accepter le statu quo, c'est tolérer des arrangements hérités de crises et de déséquilibres, parfois imposés sous contrainte, dont la légitimité est de plus en plus contestée. Refuser de débattre, c'est s'en remettre à une stabilité fragile qui peut voler en éclats au premier choc venu. Mais ouvrir un espace de dialogue, c'est aussi prendre le risque de l'inconnu, admettre que l'ordre mondial actuel n'est ni éternel ni indiscutable. Votre choix aujourd'hui ne concerne pas seulement la Russie ou l'Eurasie. Il déterminera la capacité de l'Europe et du monde à anticiper les mutations plutôt qu'à les subir. La sécurité, l'économie, la réputation internationale et l'influence politique sont en jeu. Face à la montée des tensions et aux fissures du consensus international, chacun d'entre nous devient acteur de l'histoire qui s'écrit. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres, ailleurs, décident à votre place. Alors, que préconisez-vous? Préserver un ordre hérité aux fondations fragiles ou rechercher de nouvelles règles du jeu plus justes, quitte à en payer le prix de l'incertitude?